Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème de grande importance qui me tient vraiment à cœur et qu'il faut aborder collectivement, surtout dans une société individualiste et productiviste, euh, euh, et technologique comme la nôtre d'aujourd'hui. Nous sommes quand même des êtres humains. Nous sommes tous en train de chercher du contentement, le contentement. Donc, il s'agit d'un effort collectif, le bien-être, et on peut s'épauler mutuellement pendant ce voyage. Je vais maintenant présenter Angel Beide, qui sera la modératrice de la soirée. Elle est directrice équité et rayonnement chez EFAO, Ecological Farmers Association of Ontario, maraîchère, éducatrice pour la justice alimentaire et vraiment une femme qui nous inspire, qui a tellement de choses à offrir à ce monde et avec qui on se fait un plaisir de collaborer. Angel, les conférenciers aussi vont se présenter sous peu. Merci, merci beaucoup. C'est un plaisir de voir des noms connus ici à l'écran. Je suis ravi d'être ici. Je suis ici dans l'est de l'Ontario. J'ai une petite ferme, 8 acres, près d'Alexandria. Je me préoccupe de la santé mentale des agricultrices et agriculteurs. J'ai travaillé dans une entreprise sociale qui soutient la santé mentale pendant beaucoup d'années et j'ai vu l'importance de s'occuper des gens qui s'occupent de la terre. Je pense que bien des citadins ne le comprennent pas nécessairement ou ne savent pas comment appuyer les agricultrices, les agriculteurs. Et c'est pour cela que je suis tellement content de voir le thème de ce webinaire, que l'on est rassemblés, réunis, un groupe de conférenciers, conférencières de, de marque pour nous aider à comprendre ce que l'on peut faire comme productrice, producteur et comme mangeur pour rehausser le bien-être de tous et de toutes. Donc, je voudrais maintenant donner la parole à Carly et Aaron qui vont se présenter. Alors, allez-y. Nous sommes Carly et Aaron Goddard. Nous sommes des propriétaires de Snowy Mountain Farm dans la vallée de Similkameen. Nous l'avons acheté, cette ferme, en 2001. Pardon, en 2021. Bon, on dirait 20 ans, mais c'était 2 ans. Ça fait 2 ans. 3 ans, presque 3 ans. Nous avons 2 filles qui nous ont accompagnés à la ferme, aussi un chien, 3 chats et beaucoup de poulets. D'autres choses? Tu peux parler un peu de la ferme. Alors, la ferme, il s'agit d'un verger, surtout un verger. Nous avons environ 70 variétés de fruits. Nous avons aussi des vignes qui ont été plantées récemment et de la terre qui n'est pas exploitée. Nous avons 12 acres de vergers et de vignobles et aussi des terres non exploitées, laissées à l'état naturel. C'est donc une petite initiation à notre exploitation. Hein, salut, je m'appelle Jofia Mendez-Sambo, je suis chercheuse et doctorante en politique de la santé et équité, la faculté de la politique de la santé à l'Université de York. Je veux vous parler de ce travail que j'ai fait avec le NFU sur la santé mentale des agricultrices, agriculteurs. Nous sommes ravis d'avoir pu publier cette recherche avec eux. Avant d'y aller, euh, je vais vous parler un peu de ce que nous avons retiré de cette recherche et plus tard, nous allons parler de nos recommandations politiques.
En bref, je veux reconnaître que je me trouve à Chukokege, à Montréal, situé dans le territoire traditionnel de Kaniake Haka. Afin de respecter l'horaire, je vais continuer à la prochaine diapo pour être axé sur la santé mentale des agriculteurs. Je voudrais d'abord vous présenter, dresser le portrait de la crise de santé mentale chez les agriculteurs en ce moment, pour ceux d'entre vous qui l'ignorent. Récemment, les recherches ont démontré que la santé mentale des agriculteurs connaît un déclin. Les recherches de Joe Bitton et de ses collègues en 2019 ont déterminé que 57% des agriculteurs répondaient aux critères d'anxiété, 45% étaient très stressés et 35% répondaient aux critères de la dépression. Ce qui est important dans ces constats, c'est que les taux sont plus élevés que l'autre partie de la population canadienne et plus élevés comparés aux agriculteurs dans les autres pays aussi. Bien, cela a attiré l'attention des médias. Ainsi, il y a eu plusieurs reportages des médias françaises et canadiennes et également attiré l'attention du gouvernement fédéral. Il y a eu un rapport de travail. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Il y avait un comité permanent sur les enjeux de la santé mentale des agriculteurs et également beaucoup de travail sur les organisations populaires et des fermiers. Et la prochaine diapo, ce n'est qu'un exemple. Avant de passer à autre chose, vous m'entendez bien? Ça, ça va? Parfait. Alors, cette diapo-là est un exemple de ce qu'on a vu comme étant la démarche actuelle en matière de santé mentale chez les agriculteurs au Canada. Une infographique publiée par une organisation agricole, des renseignements de base sur la santé mentale des agriculteurs, des stresseurs, et en bas à droite, on voit cette notion des auto-soins. Ça dit, demandez de l'aide et offrez de l'aide. Réservez des moments pour déconnecter de la technologie. Parlez aux gens. C'est important. Tous les gens qui ont des difficultés avec la santé mentale ou le stress ou l'anxiété peuvent en bénéficier. Mais malheureusement, ce qu'on a déterminé, c'est que les messages au sujet de la santé mentale restent à ce niveau-là, de façon cohérente. Ah, vous êtes beaucoup stressé. C'est ce que vous, en tant qu'individu, pouvez faire. Ainsi, c'est la responsabilité de l'individu pour vraiment juste traiter de tous ces stress-là eux-mêmes. Et oui, c'est certes utile, notamment dans les campagnes pour réduire la stigmatisation. Le fait de parler de difficultés mentales, en matière de santé mentale, c'est très important. Lorsque je dis nous, je veux dire le groupe de travail sur la santé mentale, nous voulions comprendre. Alors, que peut-on faire à un niveau plus élevé, au niveau structurel, pour aider la santé mentale des agriculteurs? Pas juste prendre un bain, mais que peut-on faire sur le plan structurel? Ainsi, nous avons produit un rapport. Prochaine diapo, merci. Avec le groupe de travail de l'Union nationale des fermiers, on va comprendre les causes structurelles plus larges de cette crise grandissante et voir qu'est-ce qu'est les moteurs de tout ça. Alors, on a commencé l'étude avec une analyse documentaire sur la santé mentale des agriculteurs. C'est surtout le travail que j'ai fait. Et une fois qu'on avait un cadre des enjeux que nous voyons dans l'analyse documentaire, nous avons eu une discussion avec des fermiers de l'Union nationale des fermiers de travers le Canada. Il y avait un total de 21 agriculteurs qui ont discuté ce sujet-là. Là, je vais vous parler de quelques-uns des constats clés en fonction de la recherche. J'espère que la traduction française est juste. En tout cas,
certains des éléments, des moteurs clés que nous avons déterminés. Il y en a plusieurs, bien sûr. Si vous avez le temps, je vous encourage de le lire. Mais la thèse, l'hypothèse essentielle à la base de la chose, c'est euh, la pauvre santé mentale, le stress et l'anxiété est causé par l'incertitude économique et la précarité. Il y a plusieurs moteurs en matière d'incertitude économique et de précarité pour les agriculteurs et les travailleurs agricoles, notamment la concentration, la consolidation croissante des entreprises, la compression des coûts et des prix et la libéralisation du commerce, ainsi que la suppression des offices de commercialisation qui aura pu donner lieu à de la stabilité en matière de revenus. Je parlais un peu sur les deux premiers points et également la crise climatique, parce que c'est également un constat très important en matière du stress. Ah oui, désolé, j'ai dit un autre facteur très important, c'est le déclin des zones rurales. On en a parlé parce que c'est ce qui se passe en ce moment dans plusieurs zones agricoles, au fur et à mesure que les exploitations augmentent en taille. Alors, le déclin des zones rurales mène à un manque de services de santé de base. Autre chose aussi, des services auxiliaires, le transport, les choses dont les gens ont besoin pour avoir une vie euh, les alimente. Cela donne lieu à une polarisation sociale accrue et avec davantage de discussions avec les agriculteurs, on révélé d'autres thématiques, notamment le racisme et la violence à l'endroit des femmes. Et cela n'était pas présent dans l'analyse documentaire. Alors, je vais maintenant vous parler euh, davantage de la précarité économique. Il y a plusieurs facteurs qui sont combinés pour faciliter cela. Plusieurs liens entre ces facteurs-là aussi. Un instant, désolé. 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 Il y a plusieurs facteurs qui contribuent à cela. L'un des éléments qui contribue à la précarité économique, c'est la compression des coûts et des prix. Imaginez-vous que l'agriculture est au milieu. Il y a les coûts des intrants d'un côté et le prix auquel ils vendent le produit de base de l'autre côté. De ce côté-là, où ils achètent les produits pour leur ferme, et cela comprend des engrais, des produits chimiques, de l'équipement, tout ce qu'on a besoin pour exploiter une ferme. C'est, ça a tellement augmenté, le coût a tellement augmenté. De l'autre côté, le prix de vente des produits de base est soit pareil, ou une faible augmentation, et a même parfois chuté. Alors, la recherche démontre que le coût des entrants a augmenté deux fois plus rapidement que le coût des produits de base, ce qui donne lieu au fait que, on vend souvent des produits agricoles en dessous du coût de la production. Ils ne peuvent pas contrôler le coût de ce qu'ils payent pour les entrants. Ils ne peuvent pas contrôler euh, le coût euh, Euh, cela est surtout vrai lorsqu'ils font affaire avec des distributeurs alimentaires ou Loblaws, etc. Ces entreprises-là ont tellement de pouvoir de déterminer le prix que finalement le fermier doit soit l'accepter ou ne pas vendre. Alors, avec la diminution des marges, le fermier se retrouve au milieu avec la compression des coûts et des prix. Ça signifie que les marges deviennent très, très, très minces. Alors, une des tactiques alors est d'augmenter le nombre d'acres que l'on exploite. Si on reçoit 30 cents pour une pêche, ça augmente le nombre de pêches que l'on vend, on peut avoir un revenu convenable. Cela donne lieu à davantage de dettes, et ce qui donne lieu à davantage d'anxiété
et cela contribue à la dépopulation rurale. C'est un de nos constats aussi. Alors, c'est très important, il me semble, de signaler que la compression des coûts et des prix est- est- contribue beaucoup en matière. C'est le fruit de la concentration des entreprises. Il y a de moins en moins d'entreprises qui fournissent soit les entrants ou qui achètent les produits de base. Alors, les fermiers se sentent comme si ils sont au dépourvu d'un côté et de l'autre. Cette diapo-là illustre en quelque sorte un peu ce que je discute, ce que je présente en tant que des marges en déclin. La ligne rouge, c'est les argents qui rentrent dans la ferme. La ligne bleue, c'est ce qui reste après qu'on a en tenant compte des coûts. Afin, afin de gagner un revenu convenable, on doit faire rentrer beaucoup plus de revenus qu'auparavant. Et l'une des raisons pourquoi ce n'est plus une crise, comme on l'a vu dans les années 90, à la fin des années 90, où les fermes perdaient de l'argent à gauche et à droite, c'est plusieurs des petites fermes de taille moyenne ou de taille moyenne ne sont plus là. Et plusieurs de ces fermes-là sont des plus grandes fermes qui peuvent arriver à faire cela. Alors là, nous allons parler du changement climatique. Le changement climatique, cela ne va nous surprendre nullement. C'est un facteur de plus en plus important en matière de la santé mentale des agriculteurs. C'est très urgent pour le secteur agricole en tant qu'agriculteurs et les gens qui vivent dans la région rurale et les régions éloignées dépendent de la terre pour leur gagne-pain. Alors, la crise climatique a des impacts négatifs sur les agriculteurs. Il peut y avoir des événements graves climatiques, ce qui réduit le potentiel économique des agriculteurs, ce qui donne lieu à l'anxiété, le stress, la dépression et l'imprévisibilité et les conditions météorologiques extrêmes sont des principaux facteurs de stress auxquels sont confrontés les producteurs canadiens. Sinon, le facteur numéro un, à côté de l'imprévisibilité économique. C'est quelque chose qui exige notre attention immédiate. Merci d'avoir. Je vous dirais que ce n'est pas que du désespoir. L'agriculture industrialisée est un contributeur considérable aux émissions de gaz à effet de serre. Il y a des techniques agricoles qui ont énormément de potentiel pour réduire les gaz à effet de serre et même c'est que faire le stockage de carbone. C'est via des pratiques agroécologiques et on va en parler davantage. Alors, je veux quand même indiquer un changement possible et c'est pas juste une question de désespoir. Alors, merci bien. Merci bien. Ça nous a bien informé. J'espère que ce graphique-là est figé dans l'esprit des non-fermiers. C'est ça la réalité très difficile euh, dans l'agriculture. Alors, maintenant, nous avons un échange style discussion avant la deuxième moitié de la présentation. Et j'ai des questions thématiques qui me sont venues à l'idée en parlant avec Carly, Aaron et Jofia et que j'ai appris davantage au sujet de leur travail. Tout d'abord, c'est le côté financier, des facteurs de stress, santé mentale auprès de la communauté agricole, les aspects économiques de l'agriculture à la petite échelle apportent énormément de pression dans vos vies. Ça ressemble à quoi dans la vie de tous les jours pour chercher à naviguer le défi de faire que ce soit rentable tout en honorant les valeurs régénératrices qui font partie qui sont l'inspiration pour ce que vous faites. Comment naviguez-vous tout ça?
D'abord, je dois insister sur les stress financiers qui sont les plus difficiles pour nous. Cela a des effets en cascade sur la famille, sur nos relations. Plus les finances sont serrées et plus il est difficile de naviguer la vie familiale. C'est le plus gros et je dois abonder dans le même sens que Jofia. Nos coûts fonciers sont très élevés. Nous n'avons pas hérité de la terre. Nous n'avions pas beaucoup d'argent. Il a fallu donc l'acheter. Il a fallu dépenser toutes nos économies pour acheter ce terrain. Maintenant, avec la récession et les taux d'intérêt à la hausse, les coûts de la terre peuvent appliquer une pression très importante sur les agriculteurs. Il y a d'autres éléments qu'il faut naviguer au quotidien, les coûts des intrants, des équipements, entre autres. Nous essayons de rendre ou de chercher les intrants de manière endogène le plus possible, mais c'est un processus long. C'est un long processus car la main-d'œuvre est un autre aspect aussi important. Nous croyons qu'il est important de donner un salaire juste, un salaire décent. Ce coût est aussi très élevé, mais pour nous, c'est un aspect essentiel si on veut réussir euh, ce euh, travail. Nous n'avons pas encore donné un salaire à nous-mêmes. Est-ce que c'est fréquent de ne pas avoir un salaire pendant les premières années? C'est très, très fréquent parmi les agriculteurs débutants, surtout les jeunes. On le savait au début, on savait que l'on aurait quelques années maigres où on ne pourrait pas prendre un salaire et on croyait qu'avec le temps, on pourrait développer des marges de manœuvre qui nous permettraient justement de prendre de l'argent. Mais tout cela dépend aussi de la météo, du climat et aussi de l'économie canadienne, l'économie mondiale. Il y a bien des éléments qui sont difficiles à prévoir au moment d'acheter une ferme. Il faut naviguer tous ces facteurs au fur et à mesure. Ce sont les stress les plus importants, les stress financiers. Qu'est-ce que tu ajouterais? Nous avons beaucoup de projets qui coûtent cher, mais tous ces projets visent à rendre la ferme plus efficace, plus rentable. Mais il faut chercher l'équilibre entre les investissements qu'il faut faire et les coûts qu'il faut absorber. Euh, on croyait que ce serait, que l'on verrait des changements, mais si on passe par une mauvaise année climatique ou des problèmes d'insectes, de sauterelles, par exemple, vous faites deux pas en avant pour un vers l'arrière. Donc, euh, il a fallu accepter une marge de crédit pour pouvoir passer à travers la première année, à commencer à vendre nos fruits. Et on espère que nos rendements et nos ventes seront suffisants pour euh, passer à travers l'année. Il sera nécessaire de bien exploiter la ferme et si on veut que nos arbres soient productifs et en santé. Euh, mais il y a aussi des inconnus.
On ne sait jamais combien de personnes vont se pointer au marché. Peut-être que un jour de pluie, il y aura très peu de monde. Et donc, vos ventes encaissent un coût. Alors, vous êtes susceptible à de tels facteurs exogènes. Et très souvent, on a l'impression d'avoir un poids sur la poitrine, de devoir se soucier de l'argent. On ne voulait pas faire de l'argent avec cela. Et maintenant, le fait que ce n'est pas très agréable de devoir s'en préoccuper. Mais on trouve important de chercher toujours un moyen de vivre bien ses stress, même aujourd'hui. Très souvent, il y a tous ces éléments qui pèsent sur nous. Il faut euh, trouver du temps du temps de couple. C'est difficile quand on est en mode survie. Et encore là, je pose la même question. Est-ce que c'est fréquent? En sachant nos discussions, en connaissant nos discussions, eh bien, je connais tous les agriculteurs de la vallée ont eu les mêmes expériences. Chacun avait sa propre façon de s'y attaquer et peut-être que aussi que l'on apprend à mieux gérer ses stress avec le temps. Mais nous avons des amis qui sont sur la terre, qui font de l'agriculture depuis bien plus longtemps que nous, et ils ont eux aussi des moments très difficiles. Peut-être que l'on peut apprendre à mieux gérer cette situation. Eh bien, j'espère que ça va bouger euh, pour vous. Peut-être que, bon, on va parler des politiques aussi. Je vois qu'Alix hoche de la tête et comprend, on voit qu'elle comprend les stress, les pressions que vous devez vivre. Je voulais donc vraiment mettre beaucoup de temps sur cette question. Nous n'avons pas le temps de faire de l'Instagram ou de prendre un bon bain, donc pas nécessairement. Donc maintenant, Sophia, une question pour toi. Je sais que tu avais déjà une bonne compréhension au début du projet, mais est-ce qu'il y a des éléments qui vous ont surpris en ce qui a trait aux réalités financières de la vie agricole? Qu'est-ce que le grand public doit comprendre de ces pressions? La question est très bonne. L'aspect le plus surprenant que j'ai retenu de ce livre qui s'appelle Eroding a Way of Life parle des changements vécus en Saskatchewan parmi les producteurs de grains. Le gouvernement fédéral connaît très bien, sait très bien que cela existe, que les agriculteurs sont pris entre deux grandes forces qui peuvent dicter leur propre prix. Le gouvernement le sait, connaît que des pressions euh, pèsent sur les agriculteurs des deux côtés. Et c'est pour cela que l'action collective a été, après la Deuxième Guerre, a été si importante. Mettre en place, par exemple, euh, la gestion de l'offre des céréales, mais ces différentes mesures ont été érodées. Euh, pour ce qui est de la deuxième partie de la question, la Commission canadienne du blé, par exemple, l'empathie. Bon, bien des gens parlent des agriculteurs, des riches, et ça me fait tellement mal
quand je sais à quel point les agriculteurs travaillent fort. Euh, je pense qu'il faut écouter les vies des agriculteurs. Il faut voir ces pressions. Je voudrais aussi vous remercier de partager votre vécu avec nous. Merci beaucoup. Donc, on voit des témoignages assez poignants dans le fil de discussion sur la famille et les relations, car il s'agit d'un soutien à la santé mentale très important, mais aussi parfois très fragile. Euh, en- Aaron, on a récemment parlé tu as utilisé une métaphore. Euh, Tu disais qu'il fallait sauter sur un train de grande vitesse en mouvement. Et c'était cela l'exemple, c'était l'analogie que tu donnais pour expliquer l'expérience de lancer cette exploitation. Aaron et Carly, est-ce que vous pouvez parler des effets de ce train, de ce TGV sur votre capacité de soutenir, de maintenir les relations familiales et avec autrui? L'analogie du train, je ne sais pas quand on a commencé à utiliser cette métaphore. On a l'impression que ça n'a jamais cessé. Et quand vous êtes sur le TGV, vous, vous avez des compétences en arrivant, en embarquant, mais vous apprenez des choses sur le tas aussi. Et vous faites toujours face à de nouveaux défis. C'est constant. Les arbres auront toujours besoin d'eau. Les poulets auront toujours besoin d'être nourris. Donc, voilà un train qui ne s'arrête pas. Quand on a une famille aussi et qu'on travaille avec un conjoint, je suis tellement contente que nous avions une bonne base avant d'acheter cette ferme, car souvent, il faut, il y a tellement de choses à faire et, et il faut apprendre ou chercher cet équilibre financier, oui, mais aussi il a fallu donc accepter euh, une longue liste d'incertitudes, de choses à faire qui ne seront peut-être pas faites. Vous croyez que vous avez bien priorisé vos tâches et du coup, d'autres tâches montent en premier lieu. Mais au niveau de la vie familiale, quand vous avez une ferme, on savait qu'il y aurait certains rôles pour chacun de nous. Aaron savait davantage sur l'aspect de la production des arbres et il s'en occupait, mais c'est devenu constant pour lui. Moi, j'avais d'autres aspects qui étaient nécessaires dans nos vies. Moi, j'avais euh, abandonné mon emploi afin de déménager à la ferme et on ne savait pas quels étaient nos rôles. On était en mode survie dès le premier jour. Cela a mis un stress, une pression sur nous. Est-ce que j'adore aller chercher les enfants à l'école pendant la récolte? Non, mais quelqu'un doit le faire. Mais il faut aussi cueillir les pommes. Il faut apprendre chemin faisant. Il faut apprendre euh, pendant le voyage du train. Maintenant, après 3 ans, nous voyons quels sont les rôles que nous préférons chacun. Euh, mais on apprend continuellement sur ces différents rôles. Et on parlait des autres agriculteurs dans la vallée, mais c'est comme ce sont des gens avec qui on peut commisérer. La première année, on ne voyait pas beaucoup de gens. On était tellement accablés par les tâches. Et là, on essaie de voir plus de monde. On a essayé de tout faire en une seule saison. C'était pas possible. Mais il y a d'autres amis agriculteurs ici qui disent, eh bien,
il faut surfer la vague. On a reçu de bons conseils de la part des autres agriculteurs, du soutien, de l'amitié. On sait que nous ne sommes pas seuls et que d'autres partagent les mêmes défis avec le climat notamment. Alors, ça nous rend à l'aise, même s'ils ne nous donnent pas des avis qui vont transformer nos vies. Entendre parler les autres agriculteurs plus anciens qui se plaignent dans le café de la mauvaise météo. On comprend pas, oui, c'est difficile. Ils comprennent, et on comprend que le fait d'avoir des gens autour de nous qui nous comprennent, c'est agréable. D'autres formes de soutien que nous recherchons, Aaron et moi-même, on doit prendre le temps. À l'extérieur de la ferme, même si on sent qu'on ne peut pas ou qu'on ne devrait pas, même le simple fait d'aller au marché ensemble, enfin, on a de la route pendant 4 heures pour parler sans regarder à l'exploitation agricole et notre liste des choses à faire, on est dans un véhicule. Ça aide, même si c'est encore sur le plan vraiment du travail, c'est de retrouver des petits moments pour faire des choses. Il neige, peut-être qu'on va aller skier, faire du ski demain. C'est une façon de sortir de la ferme, mais ne pas se faire bombarder par toutes les choses qui se passent ici. Oui, sortir de la ferme, parfois c'est la seule façon de prendre un repos mental, finalement. Euh, on cherche à faire davantage d'efforts pour avoir des journées où on visite avec les enfants ou nous-mêmes, de passer du temps et faire de notre mieux, de ne pas parler de la ferme, pas du tout en fait, et axer sur nous-mêmes. Et c'est difficile lorsqu'il y a un partie de mon cerveau dit, il y a une énorme liste des choses que je sais que je dois faire à la ferme. Mais quand on arrive à le faire, c'est le moment où on peut vraiment avoir du répit et être en présence l'un de l'autre. Euh, les fermes sont déjà, sur le plan géographique, c'est isolant finalement. D'habitude, c'est dans une région éloignée. On ne voit pas les gens qui circulent dans la route. On a des voisins, mais c'est à quelques champs de chez nous, ou en traversant la rivière. On trouve qu'autant fatigués que nous sommes, c'est important. euh, moi, j'aime bien de passer du temps solitaire aussi, mais d'avoir des soirées avec des amis, d'autres amis agriculteurs, ça, c'est vraiment très important. Ne serait-ce qu'une heure pour prendre un café avec les autres. On doit se rappeler que nous ne sommes pas seuls. C'est un travail plutôt solitaire. Si on rentre trop dans les détails, on oublie que les autres vivent les mêmes enjeux et peut-être qu'ils veulent vous parler et aider. Et juste le simple fait de discuter et discuter. Génial, merci de votre partage, c'est bien. Ah oui, la liste n'est plus jamais des choses à faire. En fait, j'ai un temps de travail à temps plein, mais je cherche également à faire, à lancer une ferme. Ma liste des choses à faire, c'est insensé. Et là, je dois avoir un travail à temps plein pour payer l'hypothèque. Je sympathise. Euh, euh, il semblerait que tout notre temps est gobé. Merci d'avoir élargi le sens de la famille aux autres agriculteurs et les gens de votre collectivité comme source de force et de soutien. Zofia, pourriez-vous nous en dire plus sur vos conclusions concernant le déclin des zones rurales et le déclin dans l'infrastructure et la polarisation sociale? J'aimerais formuler ma question à l'aide d'une citation de la Fondation pour la santé mentale des agriculteurs, Do More Agriculture. Le fondateur a parlé d'un événement où les agriculteurs pouvaient parler de santé mentale à Edmonton, dans une salle de 400 places à Edmonton. C'était à salle comble. Alors, les gens s'asseyaient même dans l'allée, se tenaient debout à l'arrière. Nous avons posé la question si quelqu'un connaissait quelqu'un qui était mort par suicide, un proche
un membre de la communauté, un collègue agriculteur, presque toute la salle s'est levée. Et j'ai pleuré pendant presque toute la durée de la séance. Alors, je veux que le grand public sache ce qui se passe dans ces salles-là. Moi, désolé, moi, je vais presque pleurer. Je ris parce que ça me rend anxieuse, finalement. C'est tellement triste. L'une des choses dans cette situation-là, l'importance de la situation, c'est d'illustrer la portée du problème. C'est immense. Et les gens, personne n'en parle. Pour les gens qui ne connaissent pas d'Humour Ag, la grande mission, c'est que les agriculteurs parlent de la santé mentale chez les agriculteurs. Avant 2018, c'était comme s'il n'y avait rien. Il y a peu, finalement. Et là, on a commencé une discussion sur Twitter et cela fait boule de neige. Tout le monde connaissait quelqu'un, euh, mais personne n'en parlait. Alors, je pointe du doigt le gouvernement, surtout Statistique Canada. Ils ne font pas la collecte de ce genre de données. Ils mesurent toutes les autres choses chez les fermiers, mais à part la santé mentale, c'est là où j'ai commencé à faire ma propre recherche en étudiant d'autres aspects de la santé mentale. J'ai envoyé des courriels à des douzaines d'organisations et là, j'ai bien compris que personne n'en parlait. C'est un enjeu politique de faire la collecte de ces données-là parce que ça montre qu'il y a un problème et c'est intentionnel, il me semble. D'autres pays font la collecte de ces données-là. Alors, sur le plan du déclin rural et la polarisation sociale, c'est lié, oui, mais en quelque sorte séparé. Des populations rurales adoptent, augmentent. C'est un phénomène grandissant alors qu'il y a consolidation des exploitations afin d'assurer la viabilité. C'est le tapis roulant de continuer dans l'agriculture avec de plus en plus d'acres que l'on consacre aux céréales. Je suis surtout axé au Saskatchewan et dans les prairies. Dans mes propres recherches pour ma dissertation, pour ma thèse, je parlais aux agriculteurs et ça cassé le cœur. Il n'y a plus d'école, les enfants sont plus là. Il y a un agriculteur qui m'a dit, quand je grandissais, disons, il y aura 30 personnes sur la ferme à côté. Et là, il n'y a personne. Et si notre camion ne fonctionne plus, on ne sait pas combien de temps qu'on doit marcher avant qu'on voit quelqu'un. Alors, il n'y a plus de cohésion sociale, les gens ne se connaissent pas. Peut-être qu'il y a des travailleurs agricoles qui ne vivent pas en ville ou ne vivent pas sur la ferme, ils vivent plutôt en ville. Et avec cela, il y a le déclin économique malheureux qui l'accompagne. La base des contribuables diminue et il y a de moins en moins de gens qui achètent des choses dans les centres économiques. Ainsi, les services ancillaires et des services de santé sont en diminution. Alors, parfois, les gouvernements font les choses comme par exemple au Saskatchewan, on décide d'éliminer les services des autobus qui lient les collectivités rurales. Alors, il y a des politiques gouvernementales qui ont facilité le fait que l'on a euh, vraiment diminué la capacité rurale. Et c'est en raison de l'industrialisation agricole. Alors, la polarisation est le fruit de cela. C'est le résultat des économies et des services en déclin associés à la marginalisation politique et les sentiments d'isolement. Alors, on parle de géographie de mécontentement et malheureusement, à travers les discussions avec les agriculteurs, il y a une montée du populisme de droite que l'on voit souvent dans les nouvelles. Peut-être que les gens qui voient ça dans leur collectivité. Bon, ça fait peur. Parfois,
on doit vraiment porter attention à cela, il me semble. L'enjeu de la polarisation, c'est un nouvel enjeu pour moi, mais mes recherches postdoctoraux vont explorer comment la polarisation des communautés a un impact sur la santé mentale des agriculteurs. Ça, on a vu ça dans les études. Les gens ont parlé des facteurs de stress. Alors, je vais explorer cela davantage. Oui, j'espère. Est-ce que j'ai bien répondu à votre question? Oui, absolument. J'espère que pour les gens qui écoutent, vous pouvez voir les liens clairs et élégants que la réponse est liée aux expériences individuelles d'Ian et Carly. Euh, euh, c'est une toile où tout est entretissé, entrelié. Euh, Souvent, les décisions politiques euh, qui affaiblissent la vie rurale et les soutiens et les structures qui fera qu'une vie agricole sera bien plus durable et plus et les agriculteurs l'aimeraient bien plus. S'il y avait des écoles locales, des salles communautaires, des emplois locaux et des gens qui étaient propriétaires des terrains et qui pourraient endurer euh, la mauvaise météo et le va-et-le-vient, les stress de leur mariage en ayant un fondement plus fort et une plus forte base sociale. Merci bien. La discussion, elle est bien riche, mais nous accusons un certain retard sur le plan des questions. J'ai des questions sur le changement climatique. Voulez-vous faire la deuxième partie de la présentation? Et là, on pourra voir les questions par la suite. Alors, faisons ça. Je vais ouvrir mes notes. Ah, voilà, je suis prêt. Ça ne sera pas bien long, c'est court. Ah, je vais vous retrouver. C'est qui cette fermière géniale? J'ai le lien. J'ai oublié de mettre le lien, mais c'est un article sur des fermiers, des agriculteurs aux États-Unis. Si vous le retrouvez, envoyez-moi-le. Geneviève a partagé le lien dans le clavardage. Cette personne-là m'a l'air géniale. Alors, nous allons parler un peu des politiques et actions en matière de l'agriculture qu'on a discuté dans le rapport. La plupart du rapport, c'est mon travail, mais sur le plan de la politique et des recommandations, c'est un effort de collaboration avec deux personnes clés à l'UNF. Ils connaissent tellement de choses. Ces recommandations-là me tiennent énormément à cœur et je suis très reconnaissant de leurs apports et de leur soutien au projet. Sans plus tarder, voilà nos recommandations. J'espère que vous pouvez les lire. Alors, je vais uniquement vous parler des deux premières, en tout cas dans le détail, là. Il y a 6 recommandations d'ordre général. Euh, si on est, le fait d'accès, l'agriculture est un secteur très hétérogène. C'est différent à travers les secteurs et même au sein de certains secteurs. Ça exige davantage de consultation. J'espère qu'un jour, les décideurs vont étudier ces recommandations. La première recommandation, c'est une mise en œuvre des politiques qui en renforcent la stabilité économique des agriculteurs et des travailleurs agricoles. Deuxièmement, je vais les lister et là, je vais en parler des deux premières. Deuxièmement, de continuer et de poursuivre et de renforcer le soutien aux agriculteurs pour qu'ils s'orientent vers des pratiques agricoles durables. Troisièmement, c'est d'inclure la souveraineté alimentaire dans les objectifs fédéraux en matière d'agriculture. Quatrièmement, la reconstruction des infrastructures rurales. Cinquièmement, s'attaquer à la discrimination et la violence persistante dans le secteur agricole. Six, élargir l'accès aux soins de santé mentale pour les agriculteurs et soutenir les organisations agricoles existantes qui apportent leur soutien et qui font des recherches. Bien que je parle des changements en amont, mais c'est important de ne pas laisser les gens pour compte et les offrir des soutiens en matière de santé mentale. Et surtout, s'assurer qu'ils sont axés sur les fermiers, que ce ne soit pas de l'ordre général,
les agriculteurs disent, je vais avoir une rencontre avec les conseillers qui disent, prenez une vacance, mais ils ne connaissent pas la réalité des agriculteurs. Et s'assurer que cela représente les autres groupes, par exemple les personnes noires, autochtones et les personnes LGBTQ2S. On peut croire que c'est une population blanche homogène et avoir des soutiens qui reconnaissent la diversité, c'est également important. Je vais parler des deux premières recommandations. J'ai parlé de l'instabilité économique et son impact sur le stress. Donc, nous avons recommandé des politiques qui vont améliorer et renforcer la stabilité économique des agriculteurs. Des politiques, entre autres, qui vont s'attaquer à ce problème des pressions de prix des deux côtés, la volatilité des prix des denrées de base euh, découlant, entre autres, des accords commerciaux et aussi la crise climatique. La loi sur la concurrence vient d'être renforcée en décembre de l'année dernière, mais on ne voit pas encore les effets de ce renforcement. Il y a des agriculteurs qui demandent la réinstauration, par exemple, Alberta Pork veut revenir à un système de gestion de l'offre. Certains agriculteurs et d'autres groupes veulent faire voir le retour de la Commission canadienne du blé. Ce sont des instances qui gèrent l'offre ou qui font l'achat collectif et offrent de la sorte une stabilité économique aux agriculteurs. C'est ce que nous recommandons afin de pallier à la concentration dans les secteurs en amont et en aval de l'agriculture. Ce serait donc, ça se déclinerait de différentes façons, dépendamment de l'endroit au Canada où ça se fait. Ensuite, il faut s'attaquer au changement climatique. Suivante, s'il vous plaît. Je vais parler de l'agroécologie, dont je ne suis pas experte. Il y a d'autres chercheurs qui en savent beaucoup plus que moi, mais donc je vais vous donner un survol de ce thème parce que il faut reconfigurer notre système alimentaire afin de faire face à la crise du climat. Il faut passer d'un modèle industriel à un modèle qui est sous-tendu par des pratiques de gestion bénéfique. L'agroécologie étant un exemple qui exploite les interactions écologiques existantes pour favoriser la productivité des cultures, la fertilité des sols et la biodiversité sans recourir à des intrants externes tels que les engrais industriels. Cela peut permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais permet aussi d'augmenter l'adaptivité au changement climatique. Il y a un rapport d'IPES Food qui, en 2023, qui présente les avantages de l'agroécologie, une résilience accrue, euh, des rendements durables et améliorés, l'amélioration des moyens de subsistance. Donc, c'est très bien. Mais ça dépend de la main-d'œuvre. Et c'est aussi très en porte-à-faux au système actuel. Les gens n'y voient pas encore l'intérêt, mais je pense qu'il y a un virage qui se réalise et on voit qu'il y a de nouveaux projets qui portent sur l'agroécologie. On félicite l'arrivée de ces projets et on veut que ça se poursuive. Alors, c'est tout ce que j'allais dire. Voilà ce que nous pouvons faire. Ou
En fait, c'est une question que l'on peut, et moi, ce que je recommande, si vous voulez aider les agriculteurs, euh, joignez-vous à l'Union nationale des fermiers. Il y a une campagne de recrutement des membres en ce moment, donc joignez-vous à l'UNF. Ils ont des campagnes d'éducation et beaucoup d'autres. C'est un excellent organisme. On peut aussi, par exemple, s'abonner à une ferme pour obtenir un panier de légumes. Ça aussi, c'est une autre façon de soutenir les agriculteurs. Merci beaucoup. L'un des soucis qui nous a été présenté porte sur la collaboration. Il y a une question à ce sujet. Il reste encore du temps. Parlons d'abord des changements climatiques. Aaron et Carly, parlez-nous un peu de comment l'instabilité et le changement climatique affectent vos vignobles. Vous parlez donc de la couverture végétale, du semi-direct, le compostage, les paillis, réduction des intrants exogènes, encourager la biodiversité. Ces stratégies exigent beaucoup de travail très souvent. Mais vous avez une stratégie qui s'étale dans la durée, mais vous devez aussi vous accrocher au TGV en même temps, donc en suivant ce long chemin. Donc, parlez-nous un peu de ces stratégies, de ces investissements. Est-ce que ces stratégies vous permettent de pallier justement aux effets du changement climatique? Je ne sais pas encore si cela va permettre de faire l'affaire, si ça fera l'affaire. Pour être efficace et rentable, il faut que bien des agriculteurs adoptent ces pratiques. Il y a des fermes éparpillées qui utilisent ces pratiques. Mais les changements climatiques sont un problème de si grande envergure que beaucoup d'autres agriculteurs doivent embarquer. Je vois de l'élan, un élan pour les pratiques régénératrices, comme plusieurs scientifiques nous démontrent. C'est Ce sont des pratiques écologiques, mais qui ont aussi des effets bénéfiques sur le sol, sur les rendements. Et je pense donc que ces pratiques deviennent de plus en plus populaires. Cela me donne espoir. De notre point de vue, il y a plusieurs choses. Nous avons ici un climat qui est souvent froid en hiver, chaud et sec en été. Et on voit des extrêmes imprévisibles depuis quelques années. Le premier été, à la ferme, il y avait un dôme de chaleur où il a fait 45 degrés pendant 10 jours. On ne l'avait jamais vu dans la vallée. Toutes les cerises se sont séchées sur l'arbre. Les effets ont été très sévères. Les sécheresses peuvent être atténuées par l'intermédiaire des couvertures végétales, des cultures de couverture. Je pense que l'eau va devenir un, un problème important. On ne devait pas s'en préoccuper en Colombie-Britannique à l'époque, mais là, l'année dernière, on a eu des restrictions sur la consommation d'eau. Les nappes phréatiques se réduisent et donc il faut que tout le monde y adhère afin de réduire l'utilisation de l'eau. Mais les cultures de couverture sont une partie intégrante de la lutte.
contre les changements climatiques. Avec une telle couverture, votre perte d'eau par voie de transpiration sera bien moindre. Euh, il y a aussi d'autres bienfaits comme la capture de carbone qui nous aide à pallier au changement climatique. C'est une façon d'y aller et je pourrais m'éterniser sur le sujet, mais on vient d'avoir 2 hivers défilés avec des froids extrêmes, records. Les producteurs de raisins euh, en panique en ce moment. On vient de passer par des températures de -29. La plupart des vignes ne survivent pas à de telles températures. Peut-être qu'on devrait planter des variétés plus adaptées à un tel climat. Oui, peut-être que cela fait partie de la solution. Les pratiques agricoles vont aussi jouer un rôle. Mais est-ce que cela répond à la question? Oui, ça me rappelle aussi l'aspect des politiques et aussi, surtout, la deuxième recommandation, poursuivre et soutenir les soutiens aux agriculteurs qui utilisent des pratiques durables. Donc, Sophia, je me demande si tu peux nous parler un peu de, des réponses à la volatilité induite par les changements climatiques. Ce sont des pratiques qui sont assez intensives et que Aaron et Carly mettent en place euh, avec leurs propres moyens. Ils disent, bon, il faut faire quelque chose pour continuer à nourrir le monde quand il fait -29 l'hiver et 45 l'été. C'est incroyable. Il s'agit d'une lutte très personnelle. Pour toi, quel signe vois-tu pour que la politique se mette en place pour offrir de tels soutiens? Eh bien, la politique y est pour beaucoup en ce moment. Il y a des gens qui veulent aller travailler sur les fermes. On a parlé avec avec l'UNF. Euh, donc, les jeunes de l'UNF ont parlé. Ce sont des jeunes qui veulent donc partir une ferme, mais c'est comme n'importe qui. Euh, N'importe quel jeune aujourd'hui qui n'a pas les moyens de s'acheter une maison. Il y a des gens qui choisissent de ne pas le faire. S'il y avait des soutiens pour la relève, ce serait énorme. Je parle de soutien significatif. Une des raisons pour lesquelles je suis un peu tiède sur les revenus garantis. Bon, et moi, je pense qu'on ne devrait pas avoir à justifier le revenu garanti en disant il faudrait tout simplement donner de l'argent aux gens pour qu'ils puissent vivre et par exemple partir de telles fermes, des fermes régénératrices. Mais encore là, je pense qu'on met trop de pression sur l'individu pour adopter les pratiques régénératrices. Il faut trouver des moyens de créer des changements structurels pour le rendre plus facile. Quand les grandes cultures vont mourir à cause des changements climatiques, à cause de la sécheresse, eh bien, ce sera incroyable. Et moi, je suis de Vancouver. Quand on parle de différences entre 29 et 45, eh bien, c'est incroyable. Moi, j'ai vécu une différence de seulement 27 degrés. Euh, on parle donc de l'adaptation et de l'atténuation. Très souvent, quand on parle d'adaptation, on met
on dit que bon, il y a une sécheresse, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'adapter à, à la sécheresse? L'atténuation, c'est arrêter les sécheresses. On ne peut pas s'adapter continuellement. On ne peut pas continuellement mettre la barre haute. Oui, tout à fait. Et Ian Carley, voulez-vous intervenir? On a parlé de revenu garanti. Je pense que plusieurs personnes connaissent ça, mais la stratégie qu'il y aura un revenu minimum pour les revenus chez les fermiers, euh, cela revient en fait aux années 70. On a démontré que c'est une stratégie très réussie en tant que soutien social et en matière de résilience économique et la santé des collectivités, plusieurs avantages, notamment en agriculture. Et je sais que vous avez été impliqué dans le rapport sur le revenu garanti et l'agriculture. Alors, qu'est-ce que ça signifiera chez vous? S'il y avait une base minimale euh, que vous pourriez respecter comme fermier. Ah bon, ce serait immense. Je ne veux pas rire, mais ça changera tout. Alors, je vois le sentiment de je vous vois bien respirer. Ah, le soulagement. Oui, ce serait incroyable. Combien? Bon, ça serait peut-être en fonction des besoins des gens. Cela exigera pas mal de données, sans doute. Je pense que cela sera très utile, notamment en ce qui a trait à l'agriculture régénératrice. Nous faisons demande pour beaucoup de financement parce qu'on en a besoin et j'ai trouvé que plusieurs en Colombie-Britannique, on est beau axer davantage sur des pratiques durables sur le plan environnemental. Et souvent, on donne de l'argent pour s'adapter ou d'endosser certaines des pratiques en agriculture régénératrice. J'ai pu faire demande et j'ai obtenu le financement pour des cultures de couverture, des nouvelles semences et des essais à cet égard et de l'équipement pour y arriver, pour le compostage notamment. Il y a, il y a de l'argent qui existe et ça m'encourage un peu. Si le gouvernement arrive en quelque sorte de comprendre que c'est mieux pour l'avenir et pour l'avenir, pour l'environnement, le fait d'avoir un revenu garanti, même si c'est pour tout le monde qui veut faire de l'agriculture régénératrice, ce sera à la fois bon pour l'environnement et, et encourager plusieurs fermes agriculteurs, et donner la confiance de faire ce genre d'agriculture. J'ai à peine rencontré des agriculteurs qui ne voudraient pas faire quelque chose que l'on démontre qui est plus sain pour leur sol et l'agriculture. Mais faire le saut sans un revenu garanti, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont le faire. Une fois qu'ils ont établi certaines façons de faire, là où les marges sont ultra minces, qui va vouloir prendre, endosser ce risque-là? Et c'est la différence entre perdre leur exploitation agricole ou non. Ça sera immense, il me semble, un revenu garanti. Génial. Merci bien pour ce témoignage-là du fond du cœur. Ah, alors, on espère que les décideurs écoutent. Il y a 11 minutes qui restent. Y a-t-il, nous avons quelques autres questions. Je pourrais être là toute la nuit en train de vous poser des questions. Mais il y a quand même quelques questions dans le clavardage. C'est une belle question. Et je ne sais pas si vous pouvez le répondre en ce moment, mais c'était Katie Fettis qui pose une question sur y a-t-il des recherches qui montrent une corrélation entre les pratiques agroécologiques et une meilleure santé mentale? Est-ce qu'il existe une corrélation directe? Ça sera un projet de recherche intéressant.
Avez-vous des renseignements à ce sujet? J'ai pas vu ça, mais c'est une question intéressante, notamment sur les données de l'IPS en matière de gagne-pain qui augmentent et la durabilité. Ah, ça suscite des pensées chez moi. J'ai une collègue qui fait une recherche sur le lien entre la santé mentale et la santé des sols. J'adore toutes les démarches qui explorent la question, qui n'est pas juste axée sur la résilience ou les auto-soins. Je vais mettre mon courriel dans le clavardage. Euh, Ce sont de belles façons de songer aux choses. Envoyez-moi vos idées de sujets de recherche. Une des questions que je voudrais répéter de clavardage, c'est Elic. Euh, Qu'est-ce qui vous remplit d'espoir et d'énergie? L'une des thématiques qui se tissent dans la discussion, c'est la collaboration et la connexion et les soutiens communautaires. Et la question de Olika, vous voulez parler de si l'intégration de la collaboration par l'entremise d'initiatives de marketing collective ou les structures coopératives peut améliorer le bien-être des agriculteurs, surtout dans les exploitations petites et moyennes et de moyenne taille. Est-ce qu'il y a des stratégies collectives? Je sais que c'est dur qu'on est en mode survie pour payer le rêve de songer à cela. Comment cela s'est-il présenté dans votre parcours? Ah, bon. Bon, nous faisons partie d'un collectif dans le Lower Mainland. La par- Nous apportons des légumes et des produits agricoles des fermes au marché. On aide à vendre leurs produits et ils aident à vendre nos fruits auprès de leur agriculture communautaire. C'est très utile dans ce sens-là. Mais sur le plan de la santé mentale et la collaboration, on a parlé de cela auparavant sur le plan des clients et euh, les CSA, c'est une belle façon de faire. C'est la collaboration entre le client et le fermier. Ils peuvent travailler, on travaille ensemble. On, D'habitude, c'est une façon qu'une personne peut payer d'avance pour des produits agricoles ou du fruit. Et ça aide aux fermiers de façon économique au début de la saison, là où on en a d'habitude besoin de plus. Et et là, on peut fournir le fruit tout au long de la saison. Ça nous aide à mettre littéralement de la nourriture sur la table. Et le simple fait de savoir euh, que cela existe déjà et que, pour nous, c'est très important. C'est un soulagement finalement, parce que nous savons qu'il y a du revenu qui nous arrive de cela et c'est plutôt régulier. Nous savons que c'est là. On a encore besoin de pousser les fruits et on peut espérer que ça marche. Mais sur le plan de la collaboration, c'est une discussion constante. On doit le faire ainsi. Là où les gens comprennent ce qu'il faut faire pour de faire de l'agriculture, qui est des aliments sains, bons pour l'environnement et bons pour le corps. Euh, Ça exige beaucoup. Ça exige un va-et-vient, une discussion. Est-ce que c'est une réponse à votre question? Et avec les ASC, c'est une façon, oui. Nos relations avec nos clients réguliers au marché ont été bien pour nous. Quand on va au marché, on revient rafraîchi. Les gens font venir leur famille. Voilà les fermiers ont poussé votre pomme préférée. Ces petits moments-là, le fait de savoir que ces familles-là vont revenir à chaque semaine pour nous
Et on dit, nous sommes là à chaque semaine pour vous voir. C'est une collaboration en soi, n'est-ce pas? Nous, les marchés peuvent être imprévisibles, mais il y a les clients fidèles qui nous connaissent, nous les connaissons, et on songe à eux lorsqu'on fait de l'agriculture et ils songent à nous en venant au marché et en achetant nos fruits. Oui, j'adore. Merci. Allez-y, Aaron. J'ajouterai une chose, même le mot de la collaboration, ça me fait penser en fait. J'ai beaucoup pensé avec les fermiers dans des façons que nous pouvons travailler ensemble de notre vallée. C'est difficile d'être un petit entrepreneur. On se sent comme un îlot, en quelque sorte. Si on peut être une force plus collective, il me semble que c'est bien sur plusieurs plans. Sur le plan du marketing, de la vente des produits alimentaires, également en matière de politique et avoir une voix plus forte. Nous songeons tous à chercher à se départir des façons habituelles qu'on a fait les choses depuis tellement longtemps. C'est surtout vrai dans notre vallée où plusieurs gens doivent vendre leurs fruits par l'entremise des grandes emballeurs ce sont les supermarchés qui décident des prix et ils ont tout le pouvoir. Les fermiers, finalement, se font payer quasiment rien pour des fruits. C'est 40, 50 cents la livre, 60 cents la livre en fonction des variétés. Et ainsi, ils doivent pousser beaucoup plus de fruits. C'est précisément ce que vous disiez auparavant. Et là, les variétés sont limitées à ce que veulent les supermarchés. Ça réduit la biodiversité. Et je pense vraiment que si davantage de gens pourraient s'unir pour collaborer, avoir notre propre version euh, d'une agence de commercialisation où cela pourrait être au bénéfice des fermiers, ce serait un grand changement. Et cela revient finalement à avoir des entreprises qui est à l'avantage des agriculteurs et non pas les grandes entreprises, comme disons Save-On ou Loblaws. Inaudible. Inaudible? Sophie, avez-vous un mot de fin, le mot de la fin à partager sur nous sommes arrivés en discussion sur le plan de la collaboration, les soutiens en matière de politique, le travail que vous faites, Carly, et les fermiers avec lesquels vous avez fait des entretiens. Bon, il y en a un tas. On a beaucoup discuté dans cette discussion. Euh, Ce que je veux vous répéter, c'est vous êtes allé au supermarché et les prix vous fâchent. C'est pas parce que les fermiers gagnent trop d'argent ou qu'ils ont un montant convenable de tout. Que votre colère soit ciblée sur les gens qui détiennent le pouvoir. Sur le plan de la collaboration, si on songe à notre propre pouvoir, le seul pouvoir que nous avons lorsque nous travaillons, c'est de retenir notre main-d'œuvre, c'est pour qu'on fait la grève. On ne peut pas faire ça avec le système alimentaire et le système agricole. Je pense que c'est important et essentiel de soutenir les mouvements coopératifs des agriculteurs, notamment les commissions de commercialisation et de gestion de l'offre. Le fait d'avoir une agence de commercialisation, là, vous pouvez reprendre le contrôle. Et sur le plan de, parfois, je veux dire merci des agriculteurs dans un système qui est conçu pour exploiter les fermiers pour au prix le moindre. Euh, je voudrais féliciter tous les fermiers ici. Je vous dois tellement et merci de votre partage. Merci de nous écouter.
Je vais résumer dans les dernières 30 secondes pour vous dire l'une de mes questions à la fin. Allez, qu'est-ce qui vous remplit d'espoir et d'énergie pour l'avenir? Vous, tous les deux, vous incarnez du côté de la recherche, du côté des fermiers. Euh, Vous tirez beaucoup de force et d'énergie pour le respect que vous avez pour la terre elle-même, la joie que vous associez à la nourriture saine. Je dirais pas que le système est cassé, mais il fonctionne comme il était prévu. Il y a beaucoup de corruption. Oui, effectivement, le système fonctionne tel qu'il a été conçu pour fonctionner. Et je crois que vous retirez beaucoup d'énergie de vos relations avec autrui, euh, du fait de travailler ensemble, du fait de pouvoir écouter les clients qui écoutent les agriculteurs et aussi du fait de pouvoir émettre des recommandations de politique. Je voulais donc vous faire rebondir ce point-là. Et je veux remercier Régénération Canada d'avoir rendu cet événement possible, d'avoir rendu possible cette discussion importante. Merci beaucoup. Merci. Beaucoup de reconnaissance à vous aussi, à Carly, à Aaron, à Angel et à Sophia. Comme agricultrice, je suis tellement contente que cette discussion ait pu avoir lieu, que l'on ait pu parler des causes profondes du système qui se range contre nous. Et c'est pour cela que c'est tellement difficile, mais tout en parlant aussi des solutions, des excellentes solutions qui s'offrent à nous. J'espère que ces discussions vont se poursuivre.